corriger la troisième partie de l'exercice numéro 14. Dont on va regarder à nouveau l'énoncé. Alors, l'idée, hein, on ne va pas tout relire, mais on sollicite un élève pour qu'il nous fasse une opération, une des 4 opérations. Alors cette fois-ci, on me demande de modifier le programme afin que les deux nombres ne soient plus saisis manuellement, parce que le prof il commence à en avoir marre de rentrer 4, 5, 6, 9, etc., mais tirés aléatoirement. Je dois vous, entre 1 et 1000, me demande l'énoncé, je dois vous avouer que pour pas être obligé de temps en temps d'utiliser ma calculatrice, j'ai imposé des nombres un peu moins grands parce que je suis désolé, mais 967 divisé par 413, j'ai du mal à le faire de tête. Donc j'ai mis des nombres entre 1 et 10 dans le programme. Je vous préviens tout de suite. Alors le programme, il n'y a plus dans la première partie où on avait des inputs précédemment, où il y avait A et B étaient générés par étaient choisis, on va plutôt dire, par l'adulte, en fait, ou l'élève s'il veut faire l'exercice en autonomie. On va donc générer aléatoirement des nombres. Alors, pour faire des choses du domaine de l'aléatoire, il y a un module natif dans Python qui s'appelle Random, qui permet de faire ça très bien. Alors, il n'est pas le seul, hein, il y a d'autres façons de créer de l'aléatoire sous Python, mais celui-là est quand même relativement pratique et simple d'utilisation, notamment pour générer des nombres entiers. Alors, ce qui va être important au niveau de la génération des nombres entiers, ça va être ce truc-là. Puisque je n'ai pas donné d'alias à random, pour pouvoir utiliser une fonction de random, je suis obligé d'écrire random point et le nom de la fonction. La fonction randint génère aléatoirement un nombre entier. La syntaxe, c'est entre parenthèses, vous mettez deux nombres, et le nombre entier sera compris entre le premier et le dernier, mais inclus. C'est pas comme in range, comme les ranges, où on s'arrête au dernier nombre moins 1. Là, c'est on va. Alors, bon, c'est dommage que tout le monde n'ait pas les mêmes comportements, mais voilà. Là, on va jusqu'à 10. Vous allez voir, lorsqu'on va tester. Alors, j'ai fait une copie d'écran d'un test où il y a une fois où il y a eu 10 qui est apparu. Alors, A et B vont être des nombres compris entre 1 et 10, égaux ou pas égaux, c'est aléatoire. Et par contre, de la même manière que précédemment, pour pouvoir faire des concaténations, je vais convertir A et B en chaîne de caractères. Donc, si je ne mets pas str, c'est les nombres, 1, 2, 3, je ne sais pas trop combien. Si je mets str, c'est des chaînes de caractères. C'est probablement que par la suite, j'ai de la concaténation à faire. Alors, elle arrive bientôt, la concaténation. Comme dans la question petit b, on invite l'utilisateur à choisir l'opération qu'il veut effectuer. Comme dans la question petit b, je ne convertis pas mon input. J'ai le résultat tout de suite en chaîne de caractères. Et comme dans la question précédente, je vais concaténer A plus opération plus B, si je n'avais pas mis les deux lignes précédentes là, si je n'avais pas mis ce str qui me permet de convertir le nombre en chaîne de caractères, ça coinçait, il y aurait eu une erreur à l'exécution du programme. Donc là, je peux concaténer ces trois chaînes de caractères, genre 4 plus 5, de points pour présenter le résultat et pour présenter l'opération, pardon. Et là, dans cette ligne-là, une nouvelle fois, l'utilisateur, l'élève, est invité à donner le résultat de l'opération. C'est exactement le même code que pour le petit b, que je convertis en float. Pourquoi ? Dans la situation où il y a des divisions, parce que ça sera rarement du genre 9 divisé par 3 qui donne 3 et qui donnera un entier. Je poursuis. Alors, je fais mon petit test. La fonction magique, entre guillemets, eval, va me servir à nouveau, parce que A plus opération plus B, c'est 3 caractères,
j'arrête d'insister lourdement là-dessus, c'est par exemple 4 plus 5. Si je le convertis, si j'applique eval à cette fonction, il va me calculer 4 plus 5, c'est-à-dire 9, que je compare avec le résultat de l'élève, et puis après, ben, la suite c'est exactement pareil, ça finit exactement pareil que dans le petit b, l'affichage étant strictement identique. Alors, j'ai donné 3 exemples. Alors, quand on va le faire tourner en direct, si on le fait tourner en direct, on n'aura pas les mêmes nombres. Hein. C'est pas moi qui ai choisi le 1 et le 10 là. Donc vous observez qu'il n'y a aucune ligne. Alors j'aurais pu écrire le A et le B, hein, bien entendu quand même. J'aurais pu faire cet effort-là. Mais bon, je le vois. Le petit A c'est 1. Le petit P c'est 10. Moi j'ai choisi l'opération diviser. Ne sachant pas par avance, à ce moment-là, je ne savais pas, puisque je n'ai pas fait de print A et print B, je ne savais pas que ça allait être 1 et 10. Hein. Je prenais des risques, les risques d'avoir une opération que je ne sais pas faire, avec des nombres un peu compliqués. Mais voilà, c'est plus amusant comme ça. 1 dixième, ça fait 0,1, c'est bon. Après, le programme a tiré aléatoirement les nombres 3 et 1. J'ai encore dit... choisi la division. Je me suis trompé volontairement, 3 divisé par 1, j'ai mis 4. Et il me dit, bah non, c'est pas ça, c'est 3. Et vous remarquerez qu'il met, il aurait pu mettre 3, hein, sans le 3,0. Mais comme le résultat était converti en float, eh ben, il me signifie qu'effectivement c'est un float en mettant une virgule 0. Dernier exemple, alors c'est bien que ça soit tombé quand même là-dessus. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai eu mon 10 qui est sorti. On a bien la preuve qu'on peut avoir 10 avec cette opération. Et le deuxième, c'est bien, c'est parfois A et B donnent la même valeur. Il n'y a aucune raison que de temps en temps, on ne trouve pas la même valeur. J'ai choisi cette fois-ci la soustraction. 6 moins 6, je sais bien faire, ça fait 0. Le programme me félicite, il me dit bravo.